Chapitre 6, 1812-1813, première partie. Huit lieues plus loin, nous entrâmes dans la province de Murcie, et il nous sembla que le printemps était subitement arrivé. Le bataillon fut cantonné avec l'artillerie dans la jolie petite ville d'Albacete, pendant que la division poussait jusqu'à Alicante en attendant la reddition de Valence. Logé comme un prince à Albacete, je fus quelques jours sans voir mes hôtes. J'étais servi par plusieurs domestiques qui étaient restés. Un matin, on vint m'annoncer le maître de la maison, qui, rassuré par la façon dont nous nous comportions, venait pour rentrer chez lui. Nous dînâmes ensemble, et il me pria de l'accompagner à 2 lieues de la ville pour aller chercher sa famille et la ramener en ville. Comme je lui témoignais quelques craintes, il me jura qu'il répondait de ce qui pouvait arriver, et nous partîmes pour ramener sa femme, ses 2 filles et son fils, jeune homme qui parlait français. À tout hasard, je pris un fusil, mais je n'eus pas l'occasion de m'en servir. Je fus fort bien accueilli par l'épouse de Don Juan Lopez, mon hôte, et par ses filles. Ces dames furent on ne peut plus joyeuses en apprenant la conduite que nous tenions dans le pays. Plusieurs familles vinrent demander si la ville n'était pas brûlée. Je fus fêté par un grand nombre de dames charmantes, et j'entendais qu'on faisait des compliments à l'infini sur mes manières et ma tenue. J'aurais certainement rougi si je n'eusse été officier de voltigeur. Je n'avais pas demandé de permission au commandant d'Utoya, et j'étais dans des transes terribles au sujet de ce qui pouvait arriver pendant mon absence. J'aurais voulu que l'on partît le soir, mais il me fut impossible de l'obtenir. Je pourrais compter cette soirée comme une des plus agréables que j'ai passées, sans la crainte que j'avais qu'il n'arrivât du nouveau à mon bataillon. Convenez, disaient les dames, qu'on rencontre rarement autant de galanterie chez nos officiers. On passa presque toute la nuit au petit jeu, et je fus traité comme le fameux marquis d'Alorna, un des plus galants cavaliers de la péninsule. Au jour levant, nous partîmes en voiture pour Albacete. J'étais placé entre les 2 sœurs dont la modestie était si grande qu'elles rougissaient toutes les fois que je les regardais. L'aînée, Doña Rosalia, avait 23 ans, et la seconde, Doña Aldegunda, n'en avait que 18. Néanmoins, l'aînée me plut davantage que l'autre. Brune, d'une taille svelte et d'un air enjoué, elle avait un petit pied mignon qui eût donné des tortures aux plus chastes des hommes. Fort heureusement, il n'y avait rien eu de nouveau en mon absence, et même nous restâmes 15 jours dans la ville. Comme je l'ai déjà dit, je n'avais ni l'habitude ni le temps de filer le parfait amour, ayant pour principe, quand je ne réussissais pas, ce qui arrivait assez souvent, de ne point avoir de regrets. Aussi, je ne m'ennuyais pas pendant le temps que nous restâmes à Albacete, et mon aimable Rosalia se ressentit fort bien de ce que la fièvre m'avait quitté depuis 15 jours. Cependant, la ville de Valence s'était rendue au duc d'Albufera, qui fila 20 000 prisonniers, dont 20 généraux et 800 officiers. Le 20 janvier, notre division, revenant d'Alicante, nous rapporta l'ordre de déguerpir pour escorter un aide de camp qui se rendait auprès du roi Joseph pour lui annoncer la prise de la ville. Il ne me fut pas possible de cacher ce départ à Doña Rosalia, et ce fut un coup de foudre pour elle. Le père, désolé, vint dans ma chambre et me fit les offres les plus avantageuses pour m'engager à rester chez lui. La mère me supplia les mains jointes de ne point abandonner sa chère fille qui lui avait confié ses secrets les plus cachés. Doña Rosalia aurait tout quitté pour me suivre. Je ne pus partir qu'en promettant de revenir, car, leur dis-je, je ne puis trouver un moyen me permettant de rester sans éveiller la méfiance de mes chefs. Je m'évadai et partis rapidement pour attendre le bataillon sur la route, afin de ne plus être témoin de la désolation de toute la famille. Mon petit domestique, qui resta pour préparer les bagages, m'apporta le soir une bague de ma tendre Rosalia avec le billet suivant. Vous fuyez, ingrat. J'avais tout avoué à maman pour qu'elle décidât mon père qui me chérit à vous faire des propositions qui devaient vous flatter. Rien n'a pu vous décider à faire le bonheur de celle qui vous aime plus que la vie. Peut-être ne serez-vous jamais aussi heureux que vous l'auriez été au milieu de nous tous. Si je pouvais compter sur vos promesses, la vie me serait encore supportable. Sinon, il me faudra mourir pour vous oublier. J'aurais voulu qu'une balle vînt me frapper à ce moment, afin de m'obliger à rester et retourner consoler cette fille adorable. Je fus longtemps avant d'oublier la maison de Don Lopez. Nous marchions très vite, et nous fîmes 72 lieues en 7 jours. Les habitants étaient tous rentrés, et nos soldats trouvaient en arrivant dans chaque gîte d'étape des baquets de vin pour se rafraîchir et des vivres tout préparés. Arrivé à Tolède, le bataillon attendit la division qui entra dans la ville 5 jours après. Nous devions, disait-on, marcher sur Salamanque où le général Marmont réunissait l'armée pour aller au secours de Ciudad Rodrigo que les Anglais assiégeaient. Mais le jour du départ, nous apprîmes que cette place venait d'être enlevée. La garnison, qui n'était que de 600 hommes, dut se porter tout entière aux brèches, laissant le derrière de la ville sans défense. Pendant ce temps, un habitant fit passer les Anglais par un passage souterrain et nos soldats durent capituler.
Les Anglais ne mirent pas plus de temps à s'emparer de Rodrigo que les Portugais qui, en 1706, prirent la ville en 4 jours. Notre division alla occuper les environs de Talavera de la Reina, pays très fertile mais ruiné par le séjour continuel de nos armées. On ne peut pas dire que nous vécûmes, mais bien que nous végétâmes pendant 3 mois, mourant de faim, obtenant avec peine quelques vivres, allant de village en village, et nous fûmes réduits à une telle extrémité que nos soldats, ne recevant que 2 onces de riz par jour, vivaient d'oseille sauvage et de gros chardons très communs dans ce pays. Il fallait pourtant faire des détachements de 7 à 8 lieues sans manger. Notre 2e bataillon, qui occupait Oropesa, fut 15 jours sans recevoir de pain, et vécut de pommes de terre toutes germées et de quelques châtaignes. Nous reçûmes cependant quelques voitures de biscuits de Madrid pour faire une expédition urgente. Il s'agissait de repousser 2 divisions anglo-portugaises commandées par le général Hill, qui marchaient sur Lugar Nuevo, où le duc de Raguse avait fait construire 2 petits forts pour garder le pont que nous avions jeté sur l'otage à cet endroit. Nous retournions bien malgré nous dans cette maudite Estramadure où nous avions tant souffert l'année précédente. Malgré la misère extrême, le général Foy donna aux officiers un bal où l'on fut tenu d'assister et qui dura jusqu'à 6 heures du matin. Comme on sortait, on apprit que les 2 forts avaient été enlevés à 1 heure du matin, que les 2 garnisons, à l'exception de quelques fuyards, avaient été prises et les fortifications détruites. Les troupes n'en marchèrent pas moins avec autant de vitesse que si le coup n'eût pas été fait. Nous prîmes le chemin des montagnes, espérant arriver derrière les 2 divisions ennemies, mais le général Hill était mieux informé de nos mouvements que nous des siens, et quand nous arrivâmes devant les forts, nous ne trouvâmes que quelques cadavres anglais et français et les échelles qui avaient servi à l'escalade. Les soldats, sentant l'inconvenance d'avoir donné un bal dans un moment aussi sérieux, disaient tout haut quand le général Foy passait. « Le général anglais est meilleur ménétrier que le nôtre, il nous fait mieux danser !» À Truxillo, l'ennemi était parti le matin, nous dit-on, et avait pris la route de Medellina. On le poursuivit encore une journée, et reconnaissant l'inutilité de ce mouvement, on s'arrêta et on fit séjour le 25 mai. Nous faisions sécher du seigle qui n'était pas encore mûr, et nous le dévorions pour calmer la faim qui nous déchirait. Un capitaine du 6e léger obtint l'autorisation d'aller porter de l'argent à un de ses camarades qui avait été fait prisonnier de guerre dans un des forts de Lugar Nuevo. À son retour, cet officier nous donna des détails sur la manière dont l'attaque avait eu lieu. La garnison du fort, qui se trouvait sur la rive gauche du Tage, se composait de 2 compagnies du 6e léger et de 2 compagnies du 39e, soit en tout 350 hommes. C'était suffisant pour garder l'enceinte. Vers le soir, l'ennemi parut sur les mamelons environnants. Tout le monde prit les armes et repoussa vigoureusement ceux qui s'approchaient de trop près. À 1 heure du matin, 2 régiments anglais vinrent en masse jusqu'aux abords du fossé de la première enceinte. Les soldats du 6e léger se battirent comme des lions. Les officiers faisaient le coup de feu et maniaient la baïonnette comme de simples fusillés. À peine les Anglais étaient-ils repoussés sur un point qu'ils couraient à un autre endroit, toujours encourageant leurs hommes avec ce sang-froid et ce calme qui caractérise l'officier français. Une telle réception avait commencé à rebuter fortement messieurs les Anglais, lorsqu'une panique se déclara parmi les grenadiers du 39e qui abandonnèrent lâchement leur poste, coupèrent les cordes du pont-levis et allèrent se jeter avec tant de confusion dans un bateau amarré au bord du Tage que le bateau chavira et presque tous périrent. L'ennemi revint alors à la charge et, trouvant le fort ouvert, y entra facilement. Les braves officiers du 6e léger furent tous blessés. Le major Aubert du 24e léger, qui commandait en chef, reçut 4 coups de baïonnette et 3 coups de feu. Il s'était placé sur le pont-levis baissé par les lâches du 39e et traversait de son épée tous les Anglais qui se présentaient. 2 vieux sergents du 6e léger, après s'être battus aussi vaillamment que leurs officiers, se firent sauter la cervelle plutôt que de se rendre. Ces braves compagnies du 6e léger, qui depuis 10 ans étaient de brigade avec nous, réclamaient au moment de l'assaut les officiers et les soldats du 69e. L'ennemi, content d'avoir rempli sa mission, se replia sur l'armée de Wellington qui marchait sur Salamanque. Il essaya d'enlever un détachement de 150 hommes du 6e léger qui occupait le vieux fort de Mirabella sur un sommet escarpé, mais ceux-ci résistèrent vigoureusement et nous pûmes ramener le détachement avec nous. De retour à Talavera, la division reçut l'ordre de rejoindre aux environs de Salamanque l'armée dont elle était détachée depuis 10 mois. Nous quittâmes ce pays avec joie, espérant trouver quelques ressources dans la Castille, mais la misère y était au comble. Celle que nous avons éprouvée dans l'Aube en 1816 et 1817 n'est rien en comparaison de ce qu'ont souffert les malheureux Castillans pendant 6 mois de 1812. J'ai vu de mes yeux des gens aisés, riches même avant la guerre, disputer aux chiens des morceaux de mulets ou de chevaux morts depuis 6 jours. Un soir, avec plusieurs officiers, nous fûmes témoins d'une scène horrible. Un enfant qui venait de mourir d'inanition fut mangé par ses petits camarades qui dévoraient devant nous ses membres décharnés.
À Avila, je fus désigné contre mon gré pour faire les fonctions de capitaine d'état-major auprès du général Foy. Quoique sa table fût splendide en comparaison de celle des officiers du régiment, le service me déplut d'une telle manière que je le quittai sans rien dire au bout de quelques jours, ce qui me valut 10 jours d'arrêt avec factionnaire à la porte. Je trouvais cette captivité étrange, n'ayant jamais été puni de ma vie. Le colonel Guinan, qui était fort content que je ne restasse plus à l'état-major, me redonna ma compagnie de voltigeurs où le capitaine manquait toujours. À la tête de ces vieilles moustaches, j'étais aussi fier qu'un empereur romain. L'armée manœuvra pendant quelques jours vers Toro et Fuentes de Saúco, où Marmont passa le régiment en revue. Nous arrivâmes jusque devant la position qu'occupait l'armée anglaise, et la 2e division eut avec leurs avant-postes une affaire assez chaude qui resta sans résultat. Nous restâmes 10 jours dans cette position, où tous, officiers et soldats, n'avions pour faire notre soupe que de grands chardons secs que nos hommes se procuraient. Le bois était excessivement rare, et il fallut démolir plusieurs villages pour faire du feu. On attendait la division commandée par le général Bonnet qui se trouvait dans les Asturies et était forte de 8000 hommes. Ce renfort nous eût été bien nécessaire pour reprendre Salamanque et dégager 600 voltigeurs qui, sur la promesse qu'on viendrait à leur secours avant 8 jours, étaient restés de bonne volonté dans un couvent fortifié. Il avait été convenu que, tant qu'ils n'auraient pas été obligés de se rendre, ils tireraient tous les soirs à minuit 3 coups avec un canon qu'on leur avait laissé. Assiégés pendant 12 jours et perdus au milieu de toute l'armée anglaise, ils repoussèrent 5 assauts, mais on tira sur eux à boulet rouge, le feu prit à des poutres renfermées dans l'enceinte, et ils furent obligés de capituler. Wellington invita tous les officiers à dîner, et les félicita de leur intrépide résistance. Le 13e jour, nous n'entendîmes plus les coups de canon, signe que les voltigeurs avaient cessé toute résistance, et la division du général Bonnet n'arrivant toujours pas, nous décampâmes et allâmes tenir la ligne du Douro de Tordesillas à Zamora. Le régiment fut envoyé à Toro pour ramasser des vivres. On s'occupa de suite de moissonner, moudre, fabriquer du pain et du biscuit. Un jour que le régiment revenait de faire une réquisition, ma compagnie, étant restée d'arrière-garde au bagage, fut obligée de s'arrêter et de coucher à Aravelo. Là, je fis la rencontre d'une fort jolie petite Espagnole qui suivait le général Foy depuis Talavera. J'avais eu l'occasion de la voir lorsque j'étais à l'état-major, de sorte que je liai conversation avec elle et l'engageai à venir le soir faire un petit tour de promenade. Elle ne refusa point. Je me souvenais toujours des 10 jours d'arrêt qui m'avaient été infligés à tort par le général Foy, et je fus enchanté d'en tirer vengeance en ornant le front du général de division. Si cela ne lui causa aucune douleur, j'eus en tout cas beaucoup de plaisir à passer une nuit délicieuse avec sa Gertrude qui était jeune et jolie.